Bienvenue la famille dans les ténèbres de l'horreur pour un tour d'Europe des pires tueurs en série de l'histoire. Je suis votre guide à travers les récits les plus terrifiants de notre continent et aujourd'hui, nos sombres voyages nous mènent vers les rues tortueuses de Bucarest en Roumanie. Imaginez-vous plongé dans l'obscurité glaciale où les murmures du passé résonnent dans chaque coin sombre. C'est ici que sévissait l'un des tueurs les plus impitoyables que l'histoire ait jamais connu. Son nom est murmuré à voix basse comme une malédiction sur les lèvres des habitants. Ion Rémarou. Ce prédateur nocturne, ce monstre sans âme, hantait les rues, traquant ses proies dans les ténèbres. Son histoire est une ombre qui plane sur l'innocence, une épée de Damoclès suspendue au-dessus des habitants de la ville endormie. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs du mal, à découvrir les sombres secrets de ce tueur roumain dans cette vidéo qui vous glacera le sang et vous hantera longtemps après que les lumières se soient éteintes. Je suis votre hôte dans ce cauchemar et ensemble, nous explorerons les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Entrez, si vous l'osez, dans l'histoire terrifiante d'Ion Rémarou. Ion Rémarou est né le 12 octobre 1946 à Corabia et il est l'aîné de 3 garçons nés de parents mariés à Caracal en Roumanie. Durant son enfance, ses parents se disputent presque quotidiennement et son père, Florea, bat sa mère tous les jours. Puis, au bout de plusieurs années de calvaire et de démonstrations de violence sous les yeux des enfants, le couple se sépare finalement. Son père, Florea, déménage alors à Bucarest en acceptant un emploi de conducteur de tramway de nuit et en laissant ses 3 enfants à sa femme. Mais quelques années plus tard, Florea va récupérer son fils et Ion va commencer ses études à Bucarest. Ion va donc vivre avec son père qui est souvent absent et qui redirige sa violence sur son fils et sa nouvelle compagne. Mais ce n'est pas tout, car Ion a une famille totalement dysfonctionnelle et jusqu'à ses oncles, personne n'est exempt de casier judiciaire. Un entourage sympa pour se créer une vie stable, non ? Durant sa scolarité, Ion Rémarou a 2 mauvais résultats scolaires et il est contraint de redoubler plusieurs fois sa dernière année de lycée. Durant ces années de redoublement, les gens remarquent que Ion fait preuve d'une libido incontrôlable et provoque un scandale public dans sa ville lorsqu'il est découvert, alors qu'il a 18 ans, avec la fille encore mineure d'un de ses professeurs. Et pas pour jouer aux cartes, si vous voyez ce que je veux dire. Il se forge alors déjà une certaine réputation dans sa ville. Puis, en 1965, il a alors 19 ans et c'est l'année de son premier délit. Ce jour-là, il tente de voler des melons dans une maison, mais un garde le surprend. Ion a alors le réflexe de le frapper violemment à la tête, mais il se fait finalement arrêter et écope de 5 mois de prison pour vol aggravé. À sa sortie, il entre à la faculté de médecine vétérinaire en 1966, avec une note de 5,33 sur 10, apparemment parce qu'il y avait plus de places que de participants. Il se retrouve alors en internat et il redouble sa 2e année. Bien qu'il soit parvenu à entrer à l'université, l'un de ses professeurs le décrit comme timide et semi-alphabétisé, avec un vocabulaire très pauvre et un ensemble d'intérêts extrêmement restreint. Ses colocataires, quant à eux, rapportent qu'il se comporte étrangement, alors il l'évite au maximum. D'après eux, lorsqu'il devient enragé, il se fait du mal, car ils ont constaté qu'après certaines crises de colère, Ion présentait des coupures aux bras et aux jambes qu'il semblait s'infliger lui-même. Et pour ajouter à l'angoisse que représente Ion pour ses camarades, par exemple, un de ses colocataires de classe universitaire a rapporté qu'une nuit, au dortoir, Ion Rémarou n'a pas dormi du tout, mais il rôdait à l'extérieur d'une pièce où il savait qu'une fille était venue rendre visite à un camarade de classe. Sûrement simplement pour lui parler, vous l'aurez compris. En tout cas, rien par rapport à ça par la suite. Il a probablement échappé belle, comme on dit. Vous comprendrez sûrement pourquoi par la suite. Mais ce n'est pas tout, car des ivresses sont signalées, accompagnées de manifestations comportementales sévères, telles que, à tout hasard, il a uriné dans une pièce adjacente au-dessus du lit d'un étudiant. Puis, une autre fois, il a marché de manière démonstrative sur des bouteilles cassées avec ses pieds nus. Presque chaque nuit, il quitte le dortoir entre 22h et 4h du matin sans que l'on sache réellement ce qu'il fait.
Un collègue à lui rapporte alors que pendant son sommeil, il sautait souvent du lit en faisant divers bruits. Puis, après des examens médicaux pour des douleurs, des médecins lui diagnostiquent des spasmes œsophagiens, un syndrome nerveux réactif, des problèmes mentaux et une inversion du rythme veille-sommeil. On est alors en 1967 et Yon n'a que 21 ans. Pendant ce temps, son père lui rend régulièrement visite et lui prête même de l'argent. Il dit selon lui qu'il le protège. Mais Yon ignore pas mal de choses de son père qui s'absente depuis toujours régulièrement de la maison familiale, que ça soit avec sa mère maternelle ou avec sa nouvelle belle-mère. Ça a toujours été comme ça. Mais pourquoi ? Nous y reviendrons plus tard, mais tout ce que je peux dire, c'est que les chiens ne font pas des chats. Et je vous conseille vraiment d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Quelques années plus tard, Bucarest est secouée par une série de crimes commis dans la seconde moitié de 1970 et dans les premiers mois de 1971. Un inconnu utilise un marteau, une petite hache, une barre de fer ou un couteau pour attaquer les serveuses de restaurants seules et revenant du travail. D'après l'enquête, cet inconnu frappe après minuit dans des conditions météorologiques inhabituelles, c'est-à-dire lorsque tout le monde reste normalement chez soi, tels que pendant des tempêtes de neige, de la pluie battante, des vents violents, un froid glacial ou du brouillard. La rumeur se répand très vite après l'apparition des premiers corps et de nombreuses femmes ne sortent plus après 21h, sauf en grand groupe ou avec des hommes. Leur terreur est alors renforcée par la réticence de la police à divulguer des détails, ce qui a donné lieu à des rumeurs de plus en plus exagérées. Ou pas. Mais après quelques crimes, les autorités ne se doutent pas qu'elles ont affaire à un tueur en série. Malgré tout, une longue et lourde enquête, avec l'aide des victimes ayant survécu, va s'ouvrir. Mais qui peut bien être derrière tout ça ? Yon Rimaro, pendant ce temps, continue sa petite vie. Nous sommes alors en 1970 et il rencontre une certaine Elena Oprea, qui est serveuse dans un restaurant. La femme est ravissante et il se lie rapidement. Peut-être un peu trop avec elle, et surtout de son côté. Un soir, précisément le 8 avril 1970, alors que le vent est glacial et que tout le monde est chez soi, Yon propose de la ramener chez elle, ce que bien évidemment elle accepte, touchée par cette délicate attention. Ils marchent, discutent, puis arrivé devant chez elle, Yon devient de plus en plus insistant, mais Elena, elle, n'est pas prête et refuse gentiment. Mais l'homme qu'elle a en face d'elle n'est pas venu ici, sous ce vent glacial, pour rentrer chez lui, bredouille. Et lorsqu'il insiste une nouvelle fois en la touchant et qu'elle le repousse violemment, Yon perd pied. Il tourne la tête, aperçoit un morceau de tuyau contre un mur, le saisit et frappe de toutes ses forces sur la tête de la pauvre Elena Oprea. Sa violence et sa colère sont inouïes et il frappe sans arrêt. Puis, lorsqu'elle ne bouge plus, il tente même de la violer. Mais un voisin, alerté par le bruit des coups, sort sa tête par la fenêtre et crie sur l'homme déjà à moitié dénudé, qu'il ne voit pas très bien à cause de la tempête qui se lève. Yon se rabille en vitesse et fuit la scène. Non pas d'agression, mais de crime. Car malheureusement, Elena est déjà morte des violents coups que lui a assénés Yon Rimaro. Ceci ne pourrait être que le début et la fin, un simple coup de colère dirons-nous. Mais non, c'est le début d'une très longue série de violences qui va démarrer de cette nuit du 8 au 9 avril 1970 au 27 mai 1971. Quelque chose s'est alors réveillé en Yon Rimaro. C'est comme s'il avait pris son pied et il va très vite recommencer. Un mois et demi après, le 1er juin 1970, il observe une nouvelle serveuse du nom de Florica Marcu qui sort de son travail dans la nuit, alors que le temps est toujours très mauvais et qu'il n'y a personne dans la rue. Il la suit et lorsqu'elle arrive devant chez elle, il l'assomme avec un objet contondant, la traîne jusqu'au cimetière de Sfanta Vineri et commence à la violer alors qu'elle est encore inconsciente. Elle se réveille et dans la torpeur la plus totale, découvre ce qui est en train de se passer sous ses yeux. Puis Yon, ne voulant laisser aucune trace, et même qui a l'air de prendre du plaisir, la poignarde à de nombreuses reprises et depuis les trous qu'il provoque avec sa lame, il suce le sang qui jaillit, tel un vampire.
Florica hurle de toutes ses forces et un camion conducteur qui passait par là l'entend. Il se dirige alors là-bas et arrivé sur place, il découvre le corps ensanglanté de Florica Marcoux. Mais elle respire toujours. Il appelle alors les secours et grâce à lui, elle va être sauvée. Une fois à l'hôpital, sous le choc, elle ne se souvient malheureusement pas du tout de son agresseur. Et Yon, eh bien lui, il continue tranquillement ses délits. Durant le mois de juillet 1970, il vole et agresse même violemment, mais il ne tue pas et ne viole pas. Puis, c'est en novembre qu'il tente une nouvelle fois de s'en prendre à une serveuse, une certaine Olga Bareitaru. Je dis probablement mal son nom en roumain, désolé. Et donc, il l'attrape encore devant chez elle, la viole, lui vole des biens et tente de la tuer. Mais elle survit, mais toujours aucun souvenir de son agresseur. Yon, pendant ce temps, donc, continue ses délits. Et on arrive maintenant en 1971. Yon n'a pas chassé depuis 2 mois, et le 15 février, il décide de s'en prendre de la même façon qu'à Olga, à une autre serveuse du nom de Gorgita Svetku, qui survit elle aussi. Puis, 2 jours après, le 17 février, la même chose avec une certaine Elisabetta Florea, qu'il tente alors seulement de tuer, et elle survit elle aussi. Ah, et petite info chronologiquement importante pour la suite, le 4 mars 1971, juste après sa dernière agression, un groupe de 6 médecins découvre que Yon est atteint d'épilepsie périodique. Vous vous dites, pourquoi cette information? Eh bien, attendez la suite. Bref, il faut alors savoir qu'à ce moment-là, la police n'associe toujours pas les meurtres entre eux et pense que ce ne sont que des agressions isolées. Ils sont loin de se douter qu'un certain Yon Rimaro commence de plus en plus à s'organiser et à développer sa faim, FAIM. Mais un des meurtres va enfin tout changer. Le 8 avril 1971, le corps de Gorgita Popa est retrouvé et c'est sûrement l'une des pires scènes de crime depuis le début de l'horreur. Car elle est retrouvée morte avec 48 coups de couteau à la tête, mais aussi plusieurs à la poitrine, à l'aine et aux jambes. Elle a aussi les côtes écrasées par piétinement. Et le pire, elle a ses organes génitaux arrachés et il semble que ce soit avec les dents. De plus, les morceaux qui pourraient avoir été seulement justement arrachés ne sont pas retrouvés. On pense donc que le tueur les a simplement mangés. Bon, vous l'aurez sûrement deviné, c'est l'œuvre de notre Yon Rimaro national. Et donc, pourquoi tout va changer comme je le disais juste avant? Eh bien, déjà parce qu'à partir de ce meurtre, les enquêteurs sont persuadés qu'ils ont affaire à un tueur en série. Enfin, j'ai envie de dire. Et surtout, vous vous souvenez de l'histoire de Yon qui a été diagnostiqué pour une épilepsie périodique? Eh bien, devinez ce qui se trouve sous le corps de notre pauvre Gorgita. Une note indiquant ce diagnostic datant du 4 mars 1971. Bon, ce n'est évidemment pas aussi simple car la note est mouillée et sanglante et donc seule l'entête de l'hôpital étudiant de Bucarest est visible. Mais la piste est ouverte. Bon, après ce meurtre, les autorités se mettent en état d'alerte et lancent l'opération Vautour, du nom de la rue où Gorgita a été assassinée. 6000 hommes de diverses forces de l'ordre patrouillent chaque nuit dans les rues de Bucarest, ainsi que 100 voitures et 40 motos. Personnels médicaux, opérateurs de bus et de tramways de nuit, employés d'hôtels et de bars, tous sont mobilisés, sans oublier les nombreux collaborateurs de la Securitat, une sorte de police communiste, on va dire, et de la police elle-même et du ministère de l'Intérieur. 2565 arrestations sont effectuées en quelques jours et plus de 8000 personnes sont demandées pour identification. Mais ça ne va malheureusement pas arrêter notre tueur, qui va commettre un meurtre de plus et tenter d'en commettre plusieurs autres. Les autorités qualifient alors le mode opératoire du tueur de féroce et cruel, en raison de sa propension à couper les vêtements, à mordre la chair, à traîner ses victimes et à les tailler avec ses armes, voire à les violer alors qu'elles sont inconscientes. Rimaro, sans qu'il ne le sache à ce moment-là, est jugé agressif, impulsif et sadique. Comme je le disais, il montre aussi des signes de vampirisme lorsqu'il a percé plusieurs trous dans la chair de Florica Marcoux, qui a raconté plus tard comment il en avait sucé le sang. Le cannibalisme est également présent, comme je le disais aussi, car il mord le vagin, le pubis et les seins des femmes,
et les morceaux de chair manquants ne sont plus retrouvés sur les scènes de crime. De plus, il a apparemment des tendances nécrophiles, poursuivant ses viols après la mort de ses victimes et battant et poignardant également leurs cadavres. Bon, le problème c'est qu'à partir du meurtre de Gorgita, Ion Rémarou, maintenant surnommé le vampire de Bucarest, le boucher ou encore l'homme-loup, commence à agir de manière plus aléatoire, en ne s'attaquant plus exclusivement aux serveuses et en s'en prenant même à 2 femmes qui sont ensemble, ce qui va entraîner d'autres violences. Et donc, le 1er mai 1971, Ion tente à nouveau de violer une femme, du nom de Stana Saracen, mais il est dissuadé par un groupe de jeunes qui passent par là. Le 4 mai, encore frustré de la fois précédente, il s'en prend à Miaela Ursou, la tabasse à coups de barre de fer et la tue. Il tente ensuite de la violer dans la rue, mais il est interrompu par des gens et est donc encore plus frustré. Et c'est pour ça que le même soir, il s'en prend à Maria Yordache, qu'il tente de tuer à son tour, mais il est, par chance, de nouveau interrompu et laisse tomber la barre en métal avec laquelle il l'abattait lorsqu'il s'enfuit en courant. Mais bon, vous l'aurez compris, il n'a toujours pas assouvi sa soif. Et donc, il s'en prend 2 jours après, le 6 mai 1971, à 2 amis qui se baladent du nom de Viorica Tatou et Elena Bulucci, qu'il tente à nouveau de tuer, mais par chance, elles survivent à l'attaque. Ion Rémarou n'a alors plus de limite à sa folie, et ses attaques sont de plus en plus rapprochées, car il prend goût à sa violence et à son impression d'intouchabilité. Mais le 15 mai 1971, les spécialistes parviennent à déterminer que la note a été rédigée dans le bureau du docteur Ottavian Yenist en mars 1971. Ce mois-là, il découvre qu'il avait vu 83 étudiants, dont 15, dont Rémarou, n'avaient pas déposé leur diagnostic auprès des responsables de l'université et donc étaient toujours en possession de cette note. La police se met alors à surveiller de près chaque suspect et une véritable chasse à l'homme est lancée pour arrêter ce meurtrier horrible. 3 policiers se rendent au dortoir de Ion le 27 mai, mais il n'est pas chez lui. Ils se permettent tout de même de fouiller sa chambre et il ne revient qu'à 13h, surpris de trouver dans cette pièce des enquêteurs en train de fouiller. Dans son sac, les policiers découvrent qu'il a une hache et un couteau qui suffisent à procéder à l'arrestation de Ion Rémarou. Quelques jours plus tard, les tests effectués sur les cheveux et les traces de morsures qu'il a laissées, ainsi que les dépositions des témoins, ne laissent aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité. Ah, et petite info comme ça, mais au moment de son arrestation, Rémarou était en train de redoubler sa 3e année d'école de vétérinaire. Enfin, au moins, il ne fera vraisemblablement plus de mal physique à personne. Je profite comme d'habitude de ce milieu de vidéo pour vous demander de me soutenir en vous abonnant. C'est toujours le meilleur moyen de participer au développement de cette chaîne et ça ne demande qu'un seul clic. Alors, à vous de jouer. Après son arrestation, Ion Rémarou est complètement silencieux, le regard vide. Les enquêteurs se rendent alors dans un bureau pour décider d'un plan. Mais lequel ? Eh bien, ils vont introduire dans sa cellule un policier qui se fera passer pour un voleur pour le faire parler. Ce qui va fonctionner après un travail de longue haleine. Lors des files d'attente de la police, les victimes amenées à l'identifier tremblent lorsque leurs yeux rencontrent les siens, alors qu'il n'y a désormais aucun danger pour elles. Apparemment, pour le grand public, le nom de Ion Rémarou lui-même inspire une grande crainte. Réma ou Rama signifie ver de terre en roumain. C'est le début de son nom de famille. Donc, après 2 mois d'interrogatoire, Ion Rémarou reconnaît 23 crimes très graves. Car à la base, il n'a été arrêté que pour 3 meurtres. Le reste, un autre meurtre, 6 tentatives de meurtre, 5 viols, une tentative de viol et 7 vols à des degrés divers, lui ou son père l'ont avoué. Oui, son père aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que l'examen médical complexe pratiqué sur Ion Rémarou au cours de l'enquête a élucidé certains de ses mystères. En réalité, le criminel faisait partie d'une famille totalement désorganisée, comme je disais au début, avec des parents divorcés et 3 enfants séparés, car les 2 petits frères restaient avec leur mère et Ion, étant l'aîné, partait vivre avec son père. Et une famille remplie de casiers judiciaires, comme je le disais aussi au début. Florea Rimarou, donc, le père du criminel Ion Rémarou, est celui qui a toujours, selon lui, protégé son fils, de manière évidemment hypocrite.
car sous couvert d'offrir soutien et liberté au garçon, Florea lui avait retiré tout depuis longtemps, manifestant un désintérêt total pour la bête qui était devenue son propre fils. Car oui, comme vous l'aurez probablement compris, même s'il était au courant d'une série de vols et de violences commis par son fils, non seulement il n'a pas pris position et n'a pas essayé ni de le dénoncer ni de l'en empêcher, mais il lui a conseillé comment cacher les objets et l'argent volé. Voilà pourquoi lui et son père ont avoué le reste des crimes qu'a en réalité perpétré Yon Rimaro. Les autorités pensent alors que les propos suggestifs de son père, qui était au courant des crimes commis par son fils, je vous le rappelle, l'ont poussé à commettre des violences. Au cours de l'enquête, son père est alors arrêté à 3 reprises, mais relâché car les proches ne peuvent pas être contraints de témoigner contre d'autres membres de leur famille. Après le dernier crime d'Yon, c'est lorsqu'il a volé une caisse, sa mère lui a rendu visite et a trouvé l'argent sous son oreiller. Son père l'a alors obligé à se rendre sur les lieux du crime et à lui montrer ce qu'il avait fait. Et c'est tout. Il a même ensuite pris l'argent pour lui et l'a placé dans sa maison de Caracal, avec l'intention de l'utiliser pour acheter une nouvelle maison. Belle leçon pour un fils instable, hein. La mère de Yon Rimaro, quant à elle, déclare aux enquêteurs qu'elle avait senti, lors de la dernière fois qu'elle avait vu son fils, qu'il n'allait pas bien. Et sa grand-mère, inquiète, lui a même dit qu'il ressemblait à un criminel. C'est bien vu. La mère a également témoigné que la vie d'Yon avait pris un mauvais chemin après que le garçon ait été confié aux soins de son père, un homme très dur et violent. Je la cite. « Je ne suis pas surprise qu'Yon se soit retrouvé ici. Seul son père est responsable. Il ne s'est pas occupé d'Yon. Pourquoi les 2 autres garçons qui sont sous ma protection n'ont-ils pas fait fausse route ?» Et lorsqu'on lui a demandé à qui ressemblait son garçon, la femme a répondu que c'était son père. Je la cite à nouveau. « Florea est un homme très dur et très violent. Pendant que j'étais avec lui, il n'y avait pratiquement pas un jour où il ne me battait pas. Et les enfants voyaient toutes les scènes. » La mère du meurtrier raconte également ce qu'elle a trouvé dans la chambre de son fils. Je la cite encore. « En visitant son dortoir, j'ai trouvé une hache et un couteau dans la chambre. Je l'ai dit à Florea qui a promis de les prendre à Yon. » Bon, c'est quand même chelou et un peu hypocrite, vous en conviendrez, de faire confiance à son ex-mari violent qui, selon elle, est responsable des actes de son fils. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui, car dans la citation que je vais vous lire maintenant, vous allez voir que même sa mère était au courant de ses actes en plus. Et puis, mon mari m'a dit que Yon errait la nuit dans la ville et pensait qu'il était l'auteur des meurtres, car il avait entendu parler de plusieurs meurtres dans la capitale. Voilà, bon, dysfonctionnel jusqu'au bout, quoi. Elle déclare également avec résignation que, même si elle avait essayé de parler à Yon, elle n'avait pas réussi à lui faire dire ce qui le troublait. J'ai parlé à mon fils, lui demandant de me dire quelle était la réalité, mais il ne voulait rien me dire. À part qu'il était ainsi maudit dans le monde et qu'il n'avait pas sa place parmi les gens. De son côté, Yon tente de convaincre les autorités qu'il n'est pas responsable de ses crimes pour cause d'aliénation mentale, et qu'il ne se rendait donc pas compte que les femmes allaient mourir. Mais d'un autre côté, il insiste sur sa culpabilité, demandant à être conduit sur les lieux de ses crimes pour expliquer comment cela s'est déroulé. Je vous le cite. « J'ai frappé une autre femme, à plusieurs reprises, sans pouvoir préciser combien de coups j'ai probablement donné. 2 ou 3 peut-être. Puis je l'ai prise en la traînant dans la cour d'une maison, dont nous avons trouvé le portail ouvert. Je l'ai assise sur le béton, je l'ai déshabillée en déchirant ses vêtements ou en les coupant avec un couteau, puis je l'ai violée. Pendant les rapports sexuels, j'ai mordu la poitrine de la femme. » Mais l'examen psychiatrique approfondi, réalisé à plusieurs reprises au cours de l'enquête, n'a pu révéler aucun trouble psychiatrique. Aucun état hallucinatoire, confusionnel, délirant ou autre état psychotique n'a été noté, à part une cruauté inégalée. De plus, la coïncidence de sa consultation psychiatrique et de son diagnostic qui indique état confusionnel le jour même où il allait agresser une autre femme et où il sentait déjà probablement l'étau se refermer sur lui, dénote probablement d'une certaine préméditation à son arrestation et une recherche de preuves à son argumentation une fois devant le tribunal. Sur ce fait, il est encore moins crédible dans sa justification de non-responsabilité. Néanmoins, Yon Rimaro continue de plaider à l'aliénation. Et le procès, qui a énormément attiré l'attention du public, se termine par une preuve de culpabilité.
Alors qu'il pense avoir convaincu les enquêteurs de sa défense d'aliénation mentale, il est totalement sous le choc lorsqu'il lit le rapport indiquant que son jugement n'est pas altéré par une maladie mentale et qu'il ne souffre pas d'hallucinations ou de délire ou de conditions similaires. Il modifie alors immédiatement son plaidoyer, revenant dans son intégralité sur ses aveux antérieurs, et il refuse désormais de répondre même aux questions de son avocat. Il se ferme totalement. À l'époque, nous sommes dans une Roumanie d'après-guerre qui se reconstruit, qui fait d'ailleurs toujours partie de ce qu'on appelle le Bloc Est, jusqu'à sa dissolution en 1989, et qui est toujours une grosse dictature influencée par Staline. Mais, comme la plupart des autres nations civilisées du monde, elle a supprimé la peine capitale. Mais au début des années 70, certains criminels ont encore été condamnés à mort. Et vous l'aurez compris, c'est la sentence prononcée pour le jeune Ion Rémarou, reconnu coupable et responsable de ces crimes. Le juge condamne alors Ion Rémarou à mort par peloton d'exécution. Lors de la prononciation de la condamnation, la salle d'audience éclate sous les applaudissements. Et les familles se prennent dans les bras alors que Ion Rémarou semble terrifié. Il sait que c'est à son tour de connaître la mort. Par la suite, il fait appel, mais le tribunal suprême confirme la sentence. Il n'y a alors plus aucune échappatoire. Le 23 octobre 1971, seulement 5 mois après son arrestation et juste après la fin de son procès, Ion Rémarou est emmené à la prison de Jihlava dans une camionnette, mais pas pour être emprisonné. Mais il refuse son sort et il doit être traîné jusqu'au lieu d'exécution dès sa sortie du fourgon. Je vous cite une déclaration d'un des bourreaux. Utilisé comme stand de tir, mais aussi lieu d'exécution, nous sommes composés de sous-officiers spécialement choisis. Nous attendons tranquillement avec des armes posées dans l'herbe. Ion Rémarou est quant à lui de plus en plus agité. Les gardes sortent de la cabane une corde, préparée bien sûr à toute éventualité, et l'enroulent autour du corps agité. Durant ce court moment, il est en colère et tente vigoureusement de s'échapper. Les 3 policiers chargés de lui l'attachent à un poteau dans la cour de la prison. Et lorsqu'il lui demande, conformément à la loi, s'il a des dernières volontés, il répond non. Je vous cite à nouveau l'un des policiers. Aucun des condamnés n'a jusqu'à présent montré qu'il avait peur de la mort. Certains n'avaient demandé qu'une dernière cigarette, d'autres une croix sur la tête. Ion Rémarou ne voulait rien de tout cela. Le monstre, qui avait tué de sang-froid, semant la terreur autour de lui, refusait désormais d'affronter sa propre mort. Une fois attaché au poteau et les policiers éloignés, les hommes du peloton d'exécution remarquent que Ion devient de plus en plus agité, essayant de mordre ses vêtements et de se tortiller autour du poteau. Il se met alors à crier une phrase que je vous cite et qui est devenue culte en quelque sorte sur cette affaire. « Appelez mon père pour qu'il voie ce qui m'arrive. Faites-le venir. Il est le seul coupable. Et je veux vivre !» Pendant ce temps, toujours en train de se débattre autour du poteau, dont la corde n'a pas réussi à le maintenir en place, Ion Rémarou tente de se cacher derrière. C'est la raison pour laquelle les balles meurtrières ne l'atteignent pas au visage et ne le tuent donc pas d'un seul coup. D'après l'un des bourreaux, une balle l'a atteint à l'arrière de la tête, a traversé le cerveau par ricochet et est ressortie par le milieu du front. Et donc, en raison de son mouvement constant, il est difficile de viser avec précision et à la fin, son derrière, et particulièrement ses fesses, sont criblées de balles. Néanmoins, ça ne l'a pas sauvé. Et l'homme qui a effrayé la capitale entière de Roumanie, surnommé le vampire de Bucarest, ou encore l'homme loup, s'éteint, attaché à son poteau. Il est ensuite enterré au cimetière de la ville, parmi les autres tombes anonymes. Bon, ça pourrait se terminer là, mais non. Il faut qu'on approfondisse quelques points, et souvenez-vous, il reste quelque chose à élucider. Bon, déjà, un psychologue, le docteur Tudorel Butoy, a visionné des enregistrements des interrogatoires de Ion Rémarou plusieurs années après son exécution. Selon lui, ces crimes étaient une forme de compensation pour le complexe d'infériorité qu'il ressentait depuis sa jeunesse. Il était relativement pauvre, inadapté à la société et avait eu des relations dysfonctionnelles avec les femmes depuis toujours. À l'époque, Ion Rémarou est qualifié d'homme loup, et Butoy émet l'hypothèse qu'il souffrait d'une forme de lycanthropie clinique.
Pour preuve, il cite ses manières de rodage et de traquage nocturne solitaire, l'énergie instinctive et animale qu'il tirait des conditions météorologiques inhabituelles et la façon dont il considérait ses victimes comme des proies et même la façon dont il les consommait, en les mordant et même en pratiquant du cannibalisme. Il n'était donc pas surnommé ainsi pour rien. Car d'ailleurs, lycanthropie clinique signifie littéralement une maladie où le patient se croit transformé en loup. De plus, Yon Rimaro déterminait l'itinéraire de ses victimes, les suivait chez elles plusieurs nuits de suite et les attaquait lorsqu'elles étaient presque arrivées. Selon ce même psychologue, il était tout à fait conscient de ses actes et chaque discussion qu'il a entreprise avec une femme, même la plus banale qu'elle puisse paraître, était vraisemblablement préparée et malsaine. Souvenez-vous, au début je vous ai dit que nous allions découvrir quelque chose sur le père de Yon Rimaro. Vous savez, le fameux Florea Rimaro. Eh bien, déjà, il est mort 1 an après l'exécution de son fils. Apparemment, il serait mortellement tombé d'un train, même si les rumeurs et les preuves semblent plutôt prouver qu'il a été poussé. Sûrement en représailles des crimes de son fils et de sa plus ou moins participation à cela. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Et ce que je vais vous dire là, c'est même l'une des plus grandes révélations de l'histoire. Donc, une fois que son corps a été récupéré, des preuves médico-légales sont prélevées. Et quelle ne fut pas la surprise des médecins légistes lorsque ces prélèvements correspondaient à 4 meurtres non résolus survenus en 1944 à Bucarest en temps de guerre. Et oui, après vérification de la taille de l'homme de 174 cm, de sa pointure de 42 et des empreintes digitales de 1944, elles correspondaient bien aux siennes. Vous l'aurez donc compris, Florea, le père de Yon Rimaro, était également un tueur en série. Au cours de l'été 1944, une série de 4 meurtres a secoué Bucarest en temps de guerre. Chaque victime, toutes étaient des femmes, vivait dans un appartement au sous-sol où le criminel entrait la nuit pendant une tempête, et leur frappait la tête avec un objet contondant jusqu'à ce qu'elles meurent. À chaque fois, le tueur a laissé des empreintes digitales et des empreintes de pas de bottes militaires de taille 42 ou 43. Mais il était alors impossible de l'identifier dans le fichier. Quand je disais que les chiens ne faisaient pas des chats, le dicton n'a jamais été aussi vrai. D'ailleurs, le père et le fils se ressemblent même jusqu'à leurs victimes, car leur première portait même des noms similaires. Florea a d'abord tué Elena Udrea et Yon Elena Oprea. Butoi, souvenez-vous le psychologue, émet l'hypothèse qu'un gène prédisposant aux crimes violents a été transmis de père en fils, car les meurtres ont eu lieu dans des circonstances remarquablement similaires. Malgré toute cette enquête, la seule chose qui reste un peu sombre, on va dire, c'est qu'on n'est pas sûr que Yon Rimaro ait reconnu tous ses crimes, qu'il n'en ait pas tué plus. Il y a eu d'autres meurtres à cette période-là, mais rien n'a pu être prouvé que c'était lui. On pense qu'il a tout avoué, mais on n'en est pas sûr. Et d'ailleurs, on n'est pas sûr que son père n'en ait pas commis non plus après. Et on ne le saura probablement malheureusement jamais. C'est peut-être un cold case, car des gens morts en Roumanie à ce moment-là, dans des circonstances un peu similaires, il y en a, et certaines sans qu'on ait jamais trouvé de qui ça pouvait venir. En tout cas, une belle famille de tueurs en série quand même. Encore un meurtrier pour le moins violent. Encore une histoire tragique d'un enfant déséquilibré, mal entouré, qui va ensuite déferler toute cette frustration sur des victimes innocentes et pleines de vie en mettant fin à leur court passage sur Terre. Encore aujourd'hui, l'histoire de Yon Rimaro continue de faire trembler les rues de Bucarest et la population a peur d'un retour d'un monstre similaire qui voudrait tuer ses victimes, les violer et même les dévorer. Cette histoire a totalement bouleversé la vie de la capitale roumaine à l'époque et elle continue de faire parler d'elle. On se souvient encore de l'homme-loup de Bucarest ou encore de son vampire et je pense qu'on ne l'oubliera jamais. Mais comme je dis souvent, il faut aussi se rappeler des victimes et se souvenir de ce qu'elles ont vécu. Cette horreur indescriptible que je ne souhaite à personne. Alors, encore une fois, souvenez-vous, l'horreur peut être partout. Donc, faites attention à vous, la famille, s'il vous plaît. Bon, pour ceux qui sont encore là, c'est donc le deuxième épisode d'une série que je vais mettre en place sur ma chaîne, les pires tueurs de l'histoire de l'Europe. J'espère que ça vous plaira. Le premier épisode, oui, c'est celui sur Bélakis, celui de Hongrie. J'espère en tout cas que ça vous plaira. On va se faire une sorte de road trip à travers les tueurs en série. Super, non?
Pas sûr, pas sûr. Et enfin, sur ce, la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou. Kiss.